L'hémophilie acquise, en fait, c'est un terme impropre, parce qu'il dit hémophilie, dit maladie congénitale, constitutionnelle, comme vous le savez, qui est une maladie autosomale de transmission récessive liée au sexe. Mais là, il s'agit en fait d'un auto-anticorps que l'on acquiert d'une manière spontanée et qui est dirigé soit contre le facteur 8 ou le facteur 9. Et en fait, dans tous les cas, il s'agit d'une urgence diagnostique et surtout thérapeutique, parce qu'il y a un risque hémorragique très élevé et qui peut être, dans beaucoup de cas, dans 1 cas sur 5, mortel. D'où l'urgence du diagnostic et de sa prise en charge, qui doit être en fait pris le patient par une équipe qui connaît cette pathologie, telle que les hématologues et les internistes. Alors, je vais peut-être réveiller en vous quelques souvenirs de la coagulation pour vous montrer ce schéma où intervient, là, malheureusement je ne peux pas utiliser le pointeur, pour vous parler du facteur 8 et du facteur 9 que vous voyez en haut à droite et qui représente dans la voie endogène. Eh bien, c'est à ce site des facteurs de la coagulation qu'apparaît, dans beaucoup de cas spontanément, des anticorps anti-facteur 8, le plus souvent, et anti-facteur 9, encore plus rare. Et dans ce schéma de la coagulation, donc il y a, vous voyez, le facteur 8 et 9 qui intervient pour aboutir à la formation du caillot à la fibrilline insoluble, et vous voyez également en haut le facteur 5 dont il sera question tout à l'heure dans la thérapeutique, car il s'agit d'une voie détournée pour essayer donc d'arriver à cette fibrine insoluble. Et en ce qui concerne donc le facteur 8, quand on parle de l'hémophilie A acquise, il faut savoir que ce facteur 8, qui intervient donc dans la coagulation, peut subir, comme je le viens de vous le dire, dans des circonstances parfois inconnues, spontanées, il peut être neutralisé par des anticorps, et cette neutralisation, elle n'est pas à 100%, elle n'est pas totale, donc c'est ce qui explique dans beaucoup de cas cette absence de corrélation entre le taux d'inhibiteur et la sévérité clinique. En tout cas, ces anticorps anti-facteur 8 ou anticorps qui sont des IgG et qui peuvent soit être des anti-A2 dans le domaine A2, donc là, ce que vous voyez donc en haut, à droite, ou bien des anti-A3. Cette neutralisation va aboutir à un dérèglement de la coagulation que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, du point de vue épidémiologique, c'est une maladie qui est rare en fait, et on a à peu près 1,5 cas par million d'habitants. En Algérie, on estime, d'après les données du groupe de travail, on estime à environ 50 cas par an. Mais nous constatons qu'ils ne sont pas diagnostiqués et que très certainement, ils passent inaperçus et l'évolution dans ces cas-là est généralement fatale. Il faut savoir que cette pathologie augmente donc avec l'âge. Elle passe de 2 à avant 65 ans et à plus de 15 cas par million après 85 ans. Donc pour vous dire que c'est une pathologie du sujet âgé et surtout du sujet âgé polypathologique. Quant à la distribution, elle peut être bimodale et on a constaté que chez les jeunes adultes, c'est surtout les femmes, on compte beaucoup plus de cas chez les femmes que chez les patients âgés, il y a une prédominance masculine.
Alors là également, donc c'est des études internationales qui ont été faites qui confirment ce que je viens de vous dire et que cette distribution, vous voyez donc au milieu ces pics, c'est surtout à partir de 60 à 80 ans qu'intervient que ce diagnostic, en fait, cette pathologie, cette hémophilie acquise. Alors, quelles sont les étiologies de cette pathologie? Tout d'abord, dans beaucoup de cas, on ne retrouve pas d'étiologie qui puisse expliquer cette maladie qui peut apparaître spontanément et d'une manière brutale. Et il a été remarqué qu'au moins dans 50% des cas, si ce n'est pas dans les 2/3 des cas, elle est idiopathique. Mais dans beaucoup de cas également, dans le restant des cas, elle accompagne diverses pathologies, et toutes ces pathologies sont en dehors des affections hématologiques telles que les syndromes lymphoprolifératifs ou bien dans les lymphomes. La plupart des pathologies, ce sont les pathologies que vous, internistes, vous rencontrez dans votre, j'allais dire, dans votre pratique quotidienne. Que ce soit donc le diabète, l'hépatite, ou bien les maladies auto-immunes telles que les polyarthrites rhumatoïdes et le lupus érythémateux disséminé. Également, certains médicaments peuvent provoquer l'apparition d'anticorps antifacteur 8 tels que le clopidogrel, la pénicilline ou l'interféron. Et également, nous avons remarqué que dans les pathologies malignes où apparaît concomitamment à la pathologie elle-même, c'est surtout au cours des tumeurs solides, et dans les maladies auto-immunes, c'est surtout dans 34%, il s'agit de polyarthrite rhumatoïde, et beaucoup de cas ont été collectés au décours de cette pathologie. Et il y a également une mention un peu spéciale pour les femmes enceintes qui peuvent développer donc cette hémophilie acquise au cours de la grossesse. Et il y a également, pour être d'actualité, des cas qui ont été diagnostiqués d'hémophilie acquise suite à la grippe saisonnière ou bien à la vaccination contre le H1N1, et également des cas qui ont été signalés au cours d'une infection au Covid. Mais sachez que dernièrement, au mois de mars 2021, il a été constaté dans 3 cas d'hémophilie acquise qui sont survenus après une injection de vaccin Pfizer qui a été observé en France donc depuis le début de la vaccination contre le Covid-19. Donc vous voyez un peu que cette pathologie qui est auto-immune, donc tous les effets extérieurs qui peuvent, vous en avez parlé tout à l'heure, donc qui peut pénétrer dans le corps, peut entraîner donc une pathologie auto-immune, et c'est le cas des anticorps anti-facteur 8. Alors, comment peut-elle se définir cliniquement? En fait, ce sont chez ces patients-là des syndromes hémorragiques, mais ils ont une particularité, c'est qu'ils sont d'apparition très souvent brutale, bruyante, chez des patients qui auparavant n'avaient aucun problème, si ce n'est leur propre pathologie. Donc, subitement, apparaissent des hémorragies, surtout des ecchymoses qui peuvent être la plupart du temps spontanées, qui peuvent être étendues. Je vais vous montrer tout à l'heure quelques
quelques diapos à ce propos, et également des hématomes extensifs et des hématomes hypodermiques. En fait, ce sont des hémorragies sous-cutanées et qui sont dermatologiques, et parfois, donc c'est des patients qui peuvent consulter des dermatologues. Mais ces syndromes hémorragiques peuvent toucher n'importe quel viscère de l'organisme et parfois peuvent mettre également en jeu le pronostic vital. Et cette symptomatologie, il faut savoir, pour le terme d'hémophilie acquise, elle est tout à fait distincte de l'hémophilie congénitale. Et c'est surtout donc des saignements au niveau de la peau, des tissus et des muqueuses. Et il faut, une chose est certaine, c'est que la sévérité de ces saignements n'est pas corrélée en fait à la concentration du facteur 8. Et dans la majorité des cas, vous voyez le chiffre de 87% des cas, le pronostic vital est en jeu. Donc c'est pour cela un petit peu que je vais faire l'effort de vous sensibiliser à cette pathologie, parce que si on ne peut pas la diagnostiquer à temps, le pronostic est défavorable. Et actuellement, on sait comment la diagnostiquer et on sait comment la traiter si on prend en charge rapidement l'infection. Alors, là, c'est un résumé des sites de saignement dans cette pathologie. Donc, vous avez les hématomes, les hémorragies des muscles et des muqueuses, les hémorragies gastro-intestinales et également les saignements après chirurgie. Et à ce propos, voilà quelques images de ces ecchymoses, comme vous voyez, qui sont très étendues, qui sont spectaculaires. Et là, c'est des ecchymoses spontanées qui sont étendues au niveau du tronc et qui apparaissent, donc vous imaginez que c'est un sujet âgé qui auparavant n'avait aucun signe clinique de ce type. Comme également ce type d'hémorragie au cours du syndrome de Castleman. Et c'est un patient donc, qui avait un syndrome de Castleman et qui avait également traité à l'interféron. Donc ce sont ces deux pathologies qui très certainement ont provoqué l'apparition des anticorps antifacteur 8. Et aussi, là, vous voyez un hématome superficiel au membre inférieur gauche. Là, c'est vraiment à ne pas confondre avec des varices, mais en fait, c'est le début d'apparition des hématomes qui vont ensuite, si on ne le traite pas rapidement, qui vont se constituer d'une manière plus importante et s'étendre à tout le membre. Et là, des ecchymoses au niveau du membre supérieur gauche qui sont, comme vous le voyez, d'apparition spontanée. Elles peuvent être parfois traumatiques, il suffit d'un traumatisme pas très important, mais dans la plupart des temps c'est spontané, ça apparaît comme ça dans la journée ou la matinée, et le patient vient vous dire, écoutez, j'avais pas ce syndrome, ces ecchymoses avant, et voilà qu'elle commence à apparaître, et parfois, ça peut être au niveau du pied et également, elle peut mimer un érythème noueux. Hein, c'est des cas qui ont été donc diagnostiqués par exemple chez des dermatologues. Et là, c'est des hématomes qui, devant ces cas-là, on doit penser à une hémophilie acquise. Là également, c'est des syndromes des ecchymoses. Donc par exemple, au niveau des cuisses, qui peuvent être très très douloureuses. Et également là, c'est un panel de diapositives que je souhaite vous montrer pour essayer d'attirer votre attention contre ces hémorragies qui sont vraiment exceptionnelles, qui sont très bruyantes et qui sont importantes et qui, je ne cesse de le répéter, qui, non prises en charge immédiatement, peuvent évoluer défavorablement. Et là également,
C'est au cours, par exemple, de gestes invasifs tels que les cathéters ou la pose de cathéters ou de dispositifs veineux qui peuvent provoquer l'apparition de ces ecchymoses. Comme ici également, au niveau du coude. Et également, là, comme vous le voyez, au niveau des points d'injection, là, on a essayé de faire des prélèvements à ce patient et le lendemain sont apparus ces ecchymoses qui s'étendent de jour en jour. Et là, pour terminer, c'est les cas dont je vous ai parlé tout à l'heure d'hémophilie acquise après post-vaccinale. Donc vous voyez, donc c'est des ecchymoses qui sont apparues au niveau du coude et qui ont tendance à augmenter. Et là, nous, normalement, on doit immédiatement penser à cette pathologie. Et également, il ne faut pas oublier que c'est une pathologie qui peut apparaître en péropératoire, dans un quart des cas, et peuvent également apparaître des phénomènes compressifs secondaires qui peuvent donc aggraver le pronostic vital, surtout quand ils sont localisés au niveau des voies aériennes supérieures. Et il faut faire également très attention chez ces patients qui ont la plupart du temps des polypathologies et qui ont des traitements. Il ne faut pas que le diagnostic soit alors faussement attribué aux anticoagulants. On va dire, tiens, il prend des anticoagulants, c'est dû à ça. Non, non, il faut penser à l'hémophilie acquise. Et ces manifestations hémorragiques, comme je vous le disais, donc elles peuvent mettre le pronostic vital soit par compression, soit par choc hémorragique, quand c'est des hémorragies qui sont importantes et qui touchent d'autres organes que les organes cutanés, et également, elles peuvent mettre également elles peuvent engager le potentiel fonctionnel s'il s'agit donc des syndromes des loges ou d'hématomes compressifs. En tout cas, dans ces cas-là, dans presque 10% des cas, c'est des hémorragies qui sont responsables de décès. Et je souhaite vous donner quelques notions sur le cas particulier de la grossesse, parce qu'il a été constaté que chez certaines patientes, après accouchement, certaines patientes peuvent présenter donc des syndromes hémorragiques. Beaucoup de cas, il y a eu une étude européenne qui a collecté à peu près 42 cas, et en Algérie actuellement, au sein du groupe, nous avons colligé une douzaine de cas en Algérie. C'est des patientes, en fait, qui présentent des hémorragies, soit au moment de la délivrance, mais surtout dans les 4 mois du postpartum. Et là, les inhibiteurs doivent être immédiatement traités parce que, vu les manifestations cliniques que je vous ai présentées tout à l'heure, et l'inhibiteur peut être jugulé rapidement si on met le traitement en place, mais également il faut savoir il faut prendre en compte, si c'est au décours d'une grossesse, que le risque hémorragique chez le fœtus, il peut être également présent. Là, c'est pour vous montrer que dans ces étiologies, en dehors donc des cas idiopathiques ou des désordres auto-immuns, la grossesse actuellement représente 10,5% des diagnostics dans cette pathologie. Alors, également, pour un cas particulier, c'est l'hémophilie acquise quand vous traitez avec des médicaments tels que le clopidogrel, que certainement beaucoup d'entre vous utilisent comme antiagrégant plaquettaire, qui est dans des événements athérothrombotiques. Eh ben, plusieurs cas, donc une douzaine de cas ont été colligés, et chez
certains patients, le pronostic vital a été engagé. L'évolution, en fait, dans ces cas-là, est très favorable dès qu'on arrête le traitement et qu'on met en place un traitement correctif chez les patients. Alors, comment diagnostique-t-on une hémophilie acquise? Devant donc cette symptomatologie que je viens de vous présenter, il suffit de faire un seul test d'hémostase. C'est ce qu'on appelle le temps de céphaline activé. Il est extrêmement simple à faire. Il existe au niveau de tous les laboratoires, que ce soit public ou privé, de pratique simple. Et il faut savoir que si un temps de céphaline activé allongé, s'il n'est pas corrigé par un mélange plasma témoin et plasma patient, il doit également inciter à penser à l'hémophilie acquise. D'autant que si vous faites les autres examens, tels que le temps de Quick, le TP, le temps de thrombine, le DO et la numération plaquettaire, tous ces examens sont normaux. Et immédiatement, devant ce temps de céphaline activée supérieur à 40 secondes, vous devez demander le dosage du facteur 8. Et vous allez, dans tous les cas, le retrouver effondré, le plus souvent inférieur à 10%. Et là, immédiatement, vous demandez la recherche d'anticorps anti-facteur 8 qui reviendra positive. Et là, vous pourrez confirmer cet inhibiteur par un dosage et un titrage spécifique en unité bêta. Donc, encore une fois, l'examen clé, c'est le TCA. La deuxième étape, c'est il faut mettre en évidence l'effet inhibiteur. Là, c'est un mélange donc du plasma du patient avec un plasma normal qui va nous permettre de calculer ce qu'on appelle l'indice de Rossner. Et quand il est supérieur à 15, c'est qu'on est en présence d'un inhibiteur qu'il faudra quantifier. Et peut-être, si vous voulez poursuivre les démarches biologiques en dosant le facteur 12, même si on ne sait qu'il ne peut pas expliquer donc cette symptomatologie importante, mais en tout cas, un élément est extrêmement important à rechercher, c'est un inhibiteur de type antiprothrombinase, c'est-à-dire lupique, qui doit être également recherché pour faire la différence entre un anticorps antifacteur 8 et un anticorps antilupique. En tout cas, dans tous les cas, le diagnostic est urgent chez des patients qui présentent les manifestations cliniques que je vous ai présentées tout à l'heure avec un TCA allongé. Ce diagnostic doit être réalisé donc dans les 24 heures, bien entendu par une équipe expérimentée, parce que c'est cette équipe-là qui va participer surtout à la prise en charge thérapeutique et au suivi biologique. C'est-à-dire, en fait, il y a au moins un hématologiste, un interniste et un hémobiologiste. Ce sont ces trois personnes obligatoirement qui doivent participer à la prise en charge pour guérir ce type de patient. Parce que, comme nous le verrons également tout à l'heure, là, j'attirerai votre attention qu'il ne faut pas confondre l'hémophilie, bien entendu, avec d'autres pathologies telles que les anomalies du fibrinogène, les déficits en facteur 7 et les CIVD. Et également, voilà, en résumé, pour simplifier tout ce que je viens de vous dire, devant des manifestations cliniques, comme je vous l'ai présenté, un TCA allongé positif au test de mélange, soit au test de mélange, si le TCA est corrigé, à ce moment-là, il faut suspecter un déficit en facteur de la coagulation, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas une hémophilie congénitale A ou B? Et également, si le TCA a été corrigé par le test du mélange,
immédiatement suspecter une hémophilie acquise ou bien un anticorps antilupique, et là, doser le facteur 8 et rechercher les inhibiteurs, et si le facteur 8 est déficient, avec une positivité des inhibiteurs antifacteur 8, il s'agit là d'une hémophilie acquise, ou bien si le test antilupique est positif, là il s'agit donc des anticorps antilupiques. Voilà un petit peu, donc d'une manière simplifiée, pour vous essayer de retenir votre attention sur l'hémophilie acquise. Donc vous voyez que c'est extrêmement simple quand on part des manifestations cliniques et d'un simple examen qui est le TCA, et à ce moment-là on peut évoluer vers donc, notre démarche diagnostique. Et maintenant on va passer au volet thérapeutique. Il y a beaucoup d'attitudes thérapeutiques. En tout cas, il faut savoir qu'il y a deux volets dans le traitement. Il y a un volet anti-hémorragique, il faut arrêter les hémorragies telles que je vous ai montré tout à l'heure. Et le deuxième volet, c'est le traitement immunomodulateur. Alors, pour le traitement anti-hémorragique, il y a les mesures systématiques qu'on peut prendre. En fait, c'est tous les gestes contre-indiqués devant une telle pathologie. Donc, tous les gestes avec effraction vasculaire sont proscrits. Et également, ce traitement hémostatique doit être mis en place immédiatement, indépendamment en fait de la concentration du facteur 8 que vous avez eu en faisant donc les tests biologiques. Et là, il y a le traitement de première intention pour arrêter cette hémorragie. Le traitement de première intention fait appel aux agents court-circuitant l'inhibiteur. Donc, c'est des anticorps, par exemple, dans ce cas de l'hémophilie A acquise, qui inhibent le facteur 8. On va essayer de contourner la voie en allant activer le facteur 7 que je vous ai montré tout à l'heure, qui était à gauche. Et là, pour l'utiliser, nous avons à notre disposition deux produits. C'est le Novo 7 des laboratoires Novo Nordisk et également les facteurs, le complexe concentré des facteurs activant la prothrombine. Ce sont ces deux produits qu'on utilise immédiatement pour arrêter le syndrome hémorragique. Alors, en ce qui concerne le Novo 7, il faut savoir que c'est un produit qui, au départ, il était prescrit pour traiter les l'hémophilie congénitale qui développe des inhibiteurs antifacteur 8. Mais il a été constaté que ce complexe donc qui va détourner cette action des inhibiteurs peut être utilisé et a donné d'excellents résultats dans l'hémophilie acquise. Pourquoi? Parce que il va participer à la formation de la fibrine, activer donc toute la cascade de la coagulation pour former rapidement le clou plaquettaire et fermer le vaisseau où il y a une effraction vasculaire. Et les doses, en fait, c'est des produits qu'il faut utiliser toutes les 2 heures à raison de 90 à 120 microgrammes par kilo. Et là, l'efficacité est dans tous les cas, dans plusieurs études qui ont été faites, était excellente, puisque le syndrome hémorragique, dans les 24 à 48 heures, s'arrête. Il y a un arrêt du syndrome hémorragique, pas de l'ecchymose. L'ecchymose, il faut du temps pour qu'elle s'estompe. Vous savez qu'elle doit passer par toutes les couleurs de la biligénie jusqu'à disparaître. Mais on sait que avec ces produits-là, le saignement s'arrête. Mais également, voir que dans la prise en charge de ces patients, vous devez avoir un résultat dans les 24 premières heures, ou plus tard les 48 heures. Si il n'y a pas de réponse, si le saignement ne s'arrête pas, eh ben, il faut passer à autre chose. On peut également utiliser, dans ces cas-là,
le complexe prothrombinique, qui est également un concentré qui contient plusieurs facteurs de la coagulation. Et là, on peut également l'utiliser toutes les 8 à 12 heures, mais c'est des quantités extrêmement importantes, ce qui n'est pas le cas pour le Novocéven. Mais de toutes les façons, nous sommes obligés dès qu'il y a une efficacité ou même une persistance du syndrome hémorragique, dans les 48 heures, de recourir à l'un ou à l'autre des agents bypassants. Alors, il y a également d'autres produits qui peuvent arrêter le saignement. Vous vous en doutez, donc c'est le facteur 8 humain qu'on va utiliser pour essayer de saturer l'inhibiteur pour qu'il n'y ait plus pour que le syndrome hémorragique puisse s'arrêter. Alors, il y a la démopressine également, qui est le minérale, mais qui n'est pas beaucoup utilisé. Quant au traitement immunomodulateur, il est très important à mettre en place, mais il est très dangereux parce qu'il peut entraîner des infections qui peuvent être mortelles pour le patient. En fait, les produits qu'on utilise, c'est l'association de prednisone et de l'endoxan à raison de 1 à 2 mg par kilo. Parfois, on peut utiliser des bolus. Et en seconde intention, vous avez donc le rituximab qui peut être associé à la prednisone, mais également qui peut donner des cas extrêmement importants. Dans l'immunoabsorption, ok. Alors, rapidement, pour vous dire que notre stratégie thérapeutique, c'est les corticostéroïdes en première ligne et l'endoxan, et également, dans ces cas, soit passer après au rituximab, soit également passer à d'autres agents qui peuvent également donner donc, de bons résultats. En conclusion, l'hémophilie, malheureusement, elle est actuellement méconnue parce qu'elle fait partie donc, d'un syndrome qui doit être recherché dans toutes les manifestations hémorragiques importantes. Les critères d'efficacité ne sont pas toujours faciles à appréhender, mais en tout cas, un traitement anti-hémorragique est actuellement nécessaire en première intention et également, il doit faire appel à tout le savoir-faire de cette équipe multidisciplinaire pour prendre en charge ces patients. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite que s'il y a des gens qui peuvent partager avec nous leur expérience dans l'hémophilie acquise, de se joindre à nous, ils sont les bienvenus dans notre groupe et vous pouvez me contacter à cette adresse. Encore une fois, merci et